bonjour à toutes et à tous. Alors, je vous remercie de me laisser la parole pour introduire cette matinée. Euh, alors, c'est à plusieurs titres effectivement que je fais cette introduction aujourd'hui. Donc, au niveau des sols, Patricia l'a dit, il y a vraiment un sujet d'enjeu. Il y a plusieurs enjeux. Il y a notamment l'enjeu écologique avec la valeur du sol en tant que tel, et notamment pour la protection de l'environnement et la protection de la biodiversité avec la lutte pour le changement climatique, contre le changement climatique, et bien ce sujet devient prégnant, avec une volonté de la part de nombre d'acteurs de travailler finalement sur cette valeur intrinsèque du sol, avec une économie de ressources, une économie de moyens, et c'est l'objet effectivement du zéro artificialisation nette. Et c'est l'ensemble des politiques qu'on essaye de mener dans le cadre notamment du PLUI intercommunal sur lequel on travaille pour limiter effectivement l'artificialisation des espaces. Sur les sols, il y a toujours les sujets aussi de concurrence. Alors, on va pas trop en parler ce matin, mais il y a quand même des concurrences en termes d'usage entre l'activité agricole, entre la partie logement, et avec une forte demande de nos concitoyens d'avoir du logement de qualité et suffisamment de logements en termes de quantité. On a le sujet de souveraineté, hein. À un moment on en avait parlé, souveraineté industrielle avec la crise du Covid. Il faut aussi relocaliser un certain nombre d'activités chez nous, et donc c'est là qu'on arrive avec des compétitions en termes d'usage au niveau des sols. Et puis un autre sujet qui commence à se développer de façon très forte, c'est tout ce qui est la production d'énergie renouvelable notamment. Il y a eu pas mal de débats dans la presse ces derniers temps sur les centrales photovoltaïques. Ça consomme de l'espace, et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Donc il y a ce sujet du sol en dessous finalement, hein. Et puis sur les sols, moi je parlerai aussi des sujets de valeur du sol. Pourquoi valeur? Tout simplement, je le disais tout à l'heure, il faut qu'on ait aussi du foncier qui soit abordable pour permettre cette relocalisation d'activité, pour permettre la construction aussi d'habitats. Et l'enjeu finalement, c'est l'artificialisation et faire des espaces de qualité, ce qui va nous permettre de rebondir sur le sujet d'aujourd'hui, des espaces de qualité, mais à un coût abordable en termes de foncier. Donc c'est là qu'on a une dichotomie à trouver avec l'ensemble des acteurs. Et puis le dernier sujet sur les sols, eh bien on a une valeur du sol qui est peut-être pas la même en milieu urbain, milieu rural ou en milieu semi-urbain. Donc avec tous ces enjeux et tous ces sujets aussi qui sont à traiter, notamment au sein de nos collectifs. Alors après cette introduction un peu large, je vais revenir peut-être sur l'objet d'aujourd'hui. On va parler de la qualité et du cadre de vie de qualité. Alors là, c'est en tant qu'adjointe espace vert et puis en charge de l'aménagement des espaces publics que je vais intervenir. Donc la ville de Metz, effectivement, travaille sur ce sujet depuis de longues années, avec une politique notamment de renaturation de la ville extrêmement ambitieuse. Et là, je remercie la GURAM, parce que la GURAM nous aide beaucoup à finalement objectiver ces politiques, avec tout le travail qui a été fait sur la trame verte et bleue, à la fois sur la métropole, mais avec sa déclinaison au niveau local sur la ville. On travaille aussi avec l'élaboration d'un plan guide d'aménagement des espaces publics, qui nous permettra de travailler aussi sur un espace vert à moins de 500 mètres de chaque habitation. Donc aussi parce qu'on est persuadé que cette notion de Metz Ville Jardin est aussi un moyen d'apporter de la qualité à l'ensemble des espaces. Et je pense que Sébastien Marqueton, qui est directeur adjoint du pôle parc jardin et espace naturel, vous rappellera tout l'intérêt des espaces verts dans le cadre d'un aménagement urbain et finalement le surenchérissement des sols et des bâtiments qui sont à proximité d'espaces verts, notamment de qualité. On travaille aussi sur la mise en œuvre de forêts urbaines avec un développement très fort aussi de l'agriculture urbaine et le développement de jardins familiaux, de jardins partagés, etc. Et puis un dernier sujet qui est aussi d'actualité, c'est la désimperméabilisation d'espace. Donc on travaille sur un certain spot en cœur de ville, hein. Par exemple, pas très loin d'ici, on travaille sur la désimperméabilisation et la création d'un jardin à rue de la Chèvre. On envisage aussi de créer un jardin, par exemple, devant le centre Pompidou, avec une volonté que le parc de la Seille rentre dans la ZAC de l'amphithéâtre. Et puis, il y a tout le sujet des imperméabilisations des cours d'école, où là encore, la GURAM a beaucoup œuvré avec nous pour définir une méthode, travailler avec l'ensemble des parties prenantes, que ce soit les instituteurs,
le corps éducatif, mais aussi les enfants, pour permettre d'avoir des espaces de qualité qui répondent à l'ensemble des enjeux. Je vais pas être plus long pour l'introduction parce qu'il y a des interventions de qualité et je vais leur laisser la parole. Mais vous voyez, c'est un sujet qui nous préoccupe très largement, que ce soit au sein de la métropole. Hein, je vois quelques élus collègues qui sont ici, donc c'est vraiment des sujets aussi sur lesquels on s'exprime très régulièrement. Et puis nous, au niveau de la ville de Metz, en tout cas, avec une assistance de la GURAM qui est quotidienne et pour laquelle notamment je remercie Patricia et l'ensemble des équipes. Voilà, je laisse la parole. Merci bien. Alors, nous commençons par la première intervention. C'est Amaury Cris qui est le responsable du pôle planification et observation foncière à l'agence et qui va nous montrer comment finalement, alors que l'entrée sol est relativement méconnue, comment cette question est essentielle à nos vies et aborder la question de la qualité des sols. Bonjour à tous. Alors, petite précision d'introduction, je suis urbaniste, pas pédologue, donc la présentation est adaptée à cet état de fait. Alors, je vais découper ma présentation en 3 parties, assez rapides, puisque l'objectif c'est aussi de laisser du temps à la salle pour pouvoir s'exprimer sur les sujets qui sont abordés. La première, je viendrai sur l'importance des sols. En deuxième temps, je viendrai sur pourquoi c'est une ressource qui est en danger. Et enfin, je ferai un lien avec ma thématique privilégiée, qui est la planification territoriale, l'élaboration des documents d'urbanisme auprès des élus. Alors sur l'importance des sols, une chose qui me paraît assez certaine, c'est que tous les élus, tous les techniciens ont entendu parler de limitation de la consommation foncière depuis 10 ans, 20 ans si tout va bien avec la loi SRU. Par contre, la notion de sol en urbanisme et aménagement, c'est un petit peu plus récent, le fait qu'on entende parler, le pourquoi en fait limiter la consommation foncière. C'est apparu en fait en 2018 dans le plan biodiversité, une nécessité d'améliorer la connaissance sur la biodiversité des sols, donc s'il souligne bien qu'à l'intérieur des sols il y a de la vie, et de les conserver, les restaurer, les valoriser. Donc j'ai mis une petite planche de BD assez rigolote du CEREMA qui résume bien une chose, c'est que les sols, la nature en ville, c'est susceptible d'apporter des bienfaits, de contribuer au bien-être en ville. Donc il y a des sols qui sont urbains, il y a des sols qui vont être à la campagne. On va parler des 2 catégories. Il faut bien avoir en tête qu'ils ont des rôles qui sont intéressants pour nos vies. 2021, la loi climat et résilience qui a été abordée en introduction, à mon sens, elle consacre la notion de sol, puisqu'elle parle d'un zéro artificialisation net. Alors le ZAN, le ZAN, je ne sais pas ce qu'il faut dire, on entend les deux, mais zéro artificialisation nette des sols. En fait, c'est pour ça qu'on va s'intéresser à cette notion de sol et à leur qualité intrinsèque. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'il existe un lien qui est assez clair entre le changement climatique, le dérèglement climatique, et la préservation des sols, puisqu'ils peuvent rendre de nombreux services écosystémiques. Donc là, les 2 autres intervenants vont parler des services écosystémiques qui sont susceptibles d'apporter, notamment au regard de ce qui peut marquer leur occupation. Le sol, une ressource précieuse. Alors j'ai intitulé la diapositive une ressource précieuse. Pourquoi? Parce qu'un sol, ça met de très très nombreuses années à se former, des milliers d'années. Le sol, pour se former, il a un besoin majeur. Pour qu'on passe de la roche-mère à un sol qui est fertile et profond, il a besoin du cycle de l'eau. Le cycle de l'eau va être indispensable pour favoriser la décomposition organique et favoriser l'apparition de sols. Donc on est bien sur une ressource vivante qui doit être considérée comme patrimoniale puisqu'elle abrite la vie de nombreux organismes. Le sol, c'est un peu le parent pauvre de l'aménagement jusqu'à aujourd'hui puisqu'il n'est pas perceptible. On pourra parler du paysage, on a tous des appréciations différentes, mais le paysage on le perçoit facilement, le sol on le perçoit très peu souvent, si ce n'est à l'occasion de travaux, une tranchée dans la route qui peut permettre de percevoir les différents horizons du sol, donc les différentes couches qui le composent. Je faisais un petit zoom sur la nécessité de l'action de l'eau. L'action de l'eau, vous le savez, on est sur des déficits hydriques assez importants en France aujourd'hui. 12 mm au lieu de 60 en Lorraine en février, une trentaine de jours sans pluie depuis le début d'année en France métropolitaine, des incendies dans le sud de la France en février, des choses qui sont quand même un petit peu marquantes. Un déficit d'enneigement des Vosges cette année, pour ceux qui skient, qu'on peut voir même en se promenant et en regardant la Seille ou la Moselle aujourd'hui. Donc il y a une chose à avoir en tête, c'est que si l'eau elle est indispensable à la formation des sols, on peut s'interroger sur l'avenir des sols, notamment en lien avec ce futur déficit hydrique et ces futurs changements, qui sont à même d'impacter la qualité des sols à l'avenir. Quand je dis que c'est une ressource précieuse, il faut avoir en tête qu'à l'échelle de notre planète,
seulement 15% des sols sont fertiles pour l'agriculture. Les sols, ils peuvent être soit trop mouillés, soit trop en pente, soit trop peu épais. On voit bien, c'est une histoire de latitude et de longitude. Et globalement, les sols les plus fertiles, ce n'est que 15% dans le monde. 15% de sols fertiles, il faut le relier à la population mondiale. 1950, on était 2 milliards et demi. 2000, on était 6 milliards. Aujourd'hui, on est 7 milliards 8. 2050, on devrait être 9 milliards et demi. Vous voyez bien, ce 15%, par contre, il change pas, voire même il subit des contraintes que je vais évoquer. Donc pour qu'un sol soit fertile pour l'agriculture, il y a bien une notion de qualité et d'épaisseur des sols qui vont influer. Et il y a des thématiques, notamment liées au dérèglement climatique, celle de la salinisation des eaux. Dérèglement climatique, montée des océans, des mers, ça risque de provoquer la disparition de certaines terres agricoles qui sont aujourd'hui fertiles. Sachant que la population va augmenter, on est sur un problème d'importance pour l'humanité. En France, on est 67,75 millions, je vérifié hier. On devrait être, selon les projections INSEE ONFAL, selon le modèle ONFAL, 69 millions en 2050 en France. Donc il faut aussi relier cet objectif de zéro artificialisation nette à une croissance de population qui, à partir de 2044, en France, va se réduire, va se tasser, avec une attractivité qui va demeurer sur les façades méditerranéennes et atlantiques, mais globalement, ça risque de se tasser. Cette attractivité des littoraux, on pourrait aussi la relativiser. Vous avez sûrement entendu parler d'une chose qui est le recul du trait de côte. Le littoral, il se fait grignoter. Ça peut aussi avoir une influence qui est peut-être pas aujourd'hui prise en compte dans ces modèles statistiques. Alors, j'ai mis pas mal de petites illustrations. En France, on a 27 millions d'hectares qui sont dédiés à l'agriculture. 27 millions d'hectares, c'est environ la moitié de la superficie de la France métropolitaine. Donc si les terres fertiles à l'échelle du monde, elles sont peu nombreuses, en France, on a une ressource qui est quand même importante et qui est une vraie richesse. Madame Agamemnon parlait d'autonomie alimentaire. Il faut avoir en tête que malgré cette forte richesse, l'autonomie alimentaire des Français, elle est quand même dépendante de 9 millions d'hectares qui sont situés à l'étranger. Donc même si on a une ressource beaucoup plus nombreuse que d'autres pays, on est quand même dépendant de terres agricoles qui ne sont pas situées chez nous pour alimenter les Français. Donc ça pose quand même cette question de est-ce qu'on peut vraiment continuer à consommer du foncier agricole de qualité alors même qu'il y a un enjeu d'autonomie alimentaire, de développement de circuits courts et de choses comme ça qui ont déjà été un petit peu évoquées en introduction. Ce qu'il faut avoir en tête sur la richesse d'un sol agricole, c'est qu'un sol qu'on va consommer, il ne reviendra jamais agricole. C'est très très dur de rendre à nouveau un sol fertile. Alors que, à l'inverse, si on préserve, il n'y a pas de difficulté à changer les usages sans artificialisation. Deuxième petite partie, intitulée une ressource en danger. Un petit peu comme la notion de consommation foncière, tout le monde a déjà entendu parler de la notion de trame verte et bleue, préserver les continuités écologiques qui sont terrestres. La notion de trame brune, elle est un peu plus récente déjà et surtout beaucoup plus méconnue. Donc il faut avoir en tête que la trame brune, ça correspond au réseau écologique en profondeur, qui est à préserver, à restaurer, puisqu'il est essentiel à la vie des écosystèmes. Donc on a repris une petite citation et qu'on a remis dans le carnet d'actualité. Une cuillère à café de terre de jardin, ça peut contenir jusqu'à des milliers d'espèces, des millions d'individus et des centaines de mètres de réseau fongique. Sachant que je l'ai pas dit, mais un sol, il va jamais être identique d'un endroit à l'autre, même sur une parcelle. Donc, vous l'avez compris, il y a des sols qui sont trop mouillés à l'échelle de la planète, qui sont trop arides, etc. Mais même à l'échelle d'une parcelle, d'un champ chez nous, la composition exacte du sol, elle varie beaucoup. Une notion clé, les sols, quand ils sont en bonne santé, ils permettent de stocker beaucoup de carbone. À l'inverse, un sol qui va être en mauvaise santé, il va rejeter du carbone dans l'atmosphère. Le carbone, c'est un des éléments qui explique la majeure partie des émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine. Gaz à effet de serre, ce qui contribue amplement au réchauffement climatique. Donc plus on maintient des sols en bonne santé, plus on limite les émissions de carbone dans l'atmosphère, et plus on limite le réchauffement climatique. Je parlais de l'importance de maintenir des sols sains et en bonne santé. Ce qu'il faut avoir en tête, la nature en ville, ça peut contribuer à notre bien-être, mais les sols en ville, ils sont souvent soumis à des contraintes, ils sont souvent pollués, que ce soit par des hydrocarbures, des métaux lourds. Donc travailler sur la renaturation de sols en ville, c'est globalement un sujet complexe, coûteux, lourd, technique, d'où l'intérêt d'éviter de dégrader les sols dès lors qu'on le peut, et de mener des travaux en ce sens.
Je reviens sur mon 15% de terres agricoles fertiles. Selon les Nations Unies, 33% des terres agricoles sur Terre sont détériorées. Alors on pourrait se dire, oui, attention, l'activité agricole, elle détériore les terres, on met des produits, on en a mis beaucoup, on est peut-être amené à en mettre moins. Il faut avoir en tête que l'activité agricole, elle peut détériorer les terres, mais elle les détruit jamais comme l'artificialisation les détruit. L'artificialisation, c'est la destruction de terres agricoles ou naturelles. Donc deux contraintes qui pèsent sur les sols aujourd'hui, qui sont agricoles et qui permettent d'alimenter la population mondiale, à la fois les conséquences du dérèglement climatique et tout ce qui va être pollution, sachant que les déchets mettent un temps parfois très très long pour se dégrader. Pardon, faut que je réussisse à revenir. Donc ici, j'ai intitulé la diapositive Sortir de la simple occupation des sols. Il y a une nécessité aujourd'hui, quand on fait de l'aménagement, quand on fait de la planification, à s'intéresser à la qualité d'occupation des sols, à ne pas considérer le foncier agricole ou naturel comme une ressource abondante, disponible et peu coûteuse dans tous les cas. Il s'agit de connaître les services écosystémiques qui sont rendus par les sols et de dissocier leur valeur monétaire de simplement ce qu'ils sont susceptibles de supporter en termes de construction. Souvent, on a des terres agricoles qui sont fertiles, bien situées vis-à-vis de constructions existantes, et c'est simplement la bascule dans le document d'urbanisme qui va leur affecter une nouvelle valeur. Valeur qui est taxée, il y a des lois qui ont été prévues pour taxer les plus-values de terrains agricoles qui deviennent constructibles, mais globalement, on est sur un mécanisme un petit peu facile que la planification depuis 20-30 ans n'a pas su enrayer, que ce soit au niveau du document d'urbanisme ou que ce soit au niveau de l'évaluation environnementale, qui demande une séquence réduire, éviter, réduire, compenser, mais au final, les projets ont quand même tendance à se faire, les consommations ont quand même tendance à se faire, même si on observe un certain ralentissement. Donc je vous disais précédemment qu'un sol artificialisé ne redeviendra jamais agricole. C'est pour cette raison-là que le code de l'urbanisme et globalement la loi climat et résilience, elle insiste beaucoup sur la requalification des friches, réutiliser du foncier qui a déjà été certainement pollué ou dans tous les cas à minima déjà urbanisé, construit. Avec une définition qui est apportée dans la loi climat et dans le code de l'urbanisme de la friche qui est assez large, si je me permets une petite critique. Il faut rentrer beaucoup de choses dedans, il suffit qu'il n'y ait pas d'usage sur un bâtiment, sur un espace pour qu'on puisse le considérer comme étant en friche. Le CEREMA, encore eux, se sont intéressés justement à cette notion de s'intéresser à la qualité d'occupation des sols avec un projet qui s'appelle Muse. Alors c'est un nom qu'on connaît chez nous pour d'autres raisons. Ici c'est sur les sols et ils proposent exactement une synthèse de ce que je dis, s'intéresser non pas au sol comme support en tant que deux dimensions, mais s'intéresser au sol en trois dimensions en tant que ressource et bien voir ce qui se passe en profondeur, quel lien il y a avec les nappes phréatiques, quel rôle il y a avec le cycle de l'eau, etc. L'idée étant de connaître la valeur réelle des sols afin de les préserver à leur juste valeur. J'avais mis un petit exemple sur Nantes Métropole, où sur Nantes Métropole, le CEREMA, à partir de ce projet, avait sorti deux cartes. Par exemple, une première sur le potentiel d'infiltration des sols, de très faible en bleu clair à très forte en bleu foncé. Alors on voit qu'en bleu foncé, il y a très peu de choses sur Nantes Métropole, il y a du fort ici. Et puis une carte sur le potentiel agronomique. C'est une chose assez basique, mais quand on cible des terres agricoles pour étendre les tissus urbains, on a généralement peu conscience de la valeur agronomique des sols. Est-ce que c'est des très bonnes terres? Généralement oui, mais on ne sait pas vraiment. Là, sur cette métropole, du coup, ils savent exactement où sont leurs meilleures terres, et ça peut être un critère de choix s'ils devaient être amenés à consommer. Dernière partie, je suis comment dans le temps? J'ai pas vu d'alerte, donc ça doit être bon. Dernière partie, un objectif de zéro artificialisation nette à atteindre d'ici 2050. Alors je me suis permis de remettre une petite illustration qu'on avait fait réaliser dans le cadre d'un carnet d'actualité précédent, simplement pour illustrer la notion que quand le cœur d'un bassin de vie va bien, globalement le bassin de vie va bien aller. A l'inverse, quand le cœur d'un bassin de vie va mal, c'est tout le territoire qui risque d'en pâtir. Donc là, vous avez une petite notion assez bête, hein, mais qui est, si le centre se déprécie, si on étire les tissus, si on augmente les besoins de déplacement, globalement, on n'œuvre pas sur des projets de qualité au bénéfice des habitants et du territoire. Donc ça, je pense que vous l'avez peut-être déjà vu, et de toute façon, vous aurez le support ensuite. C'est juste pour illustrer cette idée-là. La loi climat et résilience 2021, elle demande de réduire de 50% la consommation d'espaces naturels et agricoles observée entre 2011 et 2020 d'ici 2030, avec
un mécanisme de mise à jour de la hiérarchie des normes. J'ai écrit contradiction évidente. Je vais me permettre de critiquer un petit peu la loi. Tant pis, l'État est là, mais je vois que vous souriez, donc tout va bien. Je vais me permettre de critiquer un petit peu la loi. D'un côté, le législateur dit aux élus, vous allez réduire la consommation foncière qu'on a observée ces 10 dernières années de 50%, et puis d'un autre, il lui dit, oui, mais la région va vous dire comment faire d'ici 2024, vos schémas de cohérence territoriaux vont vous dire comment faire d'ici 2026, et vous, au niveau de votre PLUI ou de votre PLU, le cas échéant, vous vous mettrez en compatibilité avec ça d'ici 2027. Donc globalement, tout le monde fait son travail, on arrive en 2027, il va rester 3 ans pour économiser 50% de consommation foncière en imaginant que personne n'a fait plus par le passé. Vous voyez ce que je veux dire? On demande de réduire sur 10 ans, il va rester 3 ans, il se peut que cet objectif-là il soit déjà perdu au moment où la hiérarchie de normes a été mise à jour totalement. Donc ça, c'est déjà une première critique. Comme je me suis permis une petite critique, je vais applaudir d'un autre côté une qualité de la loi climat. Qualité de la loi climat, la loi SRU, Grenelle, Elan, Allure, je sais pas si vous avez dans le bon ordre, Allure, Elan. On vous dit depuis toujours, il faut réduire la consommation d'espaces agricoles, naturels et forestiers, et globalement, ça a été quand même un petit peu diminué. Mais il y a quand même un échec un peu national à la faire cesser. Donc là, je trouve que le parti pris de donner des périodes, de faire fixer des objectifs par période avec un horizon lointain, c'est quand même une qualité de cette loi, puisqu'elle fixe des paliers à respecter. Donc il y a bien une échéance à respecter, des objectifs qui doivent se définir et permettre d'aboutir à. Donc ça, c'est plutôt positif. Si je me repermets une petite critique, c'est aussi faire reposer sur les générations de demain un problème qui est assez actuel finalement. Sachant que les principaux responsables, bah, c'est vous, c'est moi, c'est les générations d'un petit peu avant encore. Et globalement, c'est peut-être repousser un peu trop loin les choses. Patricia l'a dit en introduction, c'est à partir de 2031 que la notion d'artificialisation des sols va être utilisée. Donc d'ici 2030, là, on reste bien sur la notion de consommation foncière, sachant qu'une petite phrase dans le code de l'urbanisme dit bien que sur cette première période 2021-2030, l'artificialisation doit être regardée comme la consommation foncière d'espaces agricoles, naturels et forestiers. Bon, je deviens un petit peu, je ne veux pas vous perdre, et tout ça pour dire, la loi elle est mal foutue, parce que déjà on vous dit des objectifs de consommation foncière jusqu'en 2030, mais par contre on n'arrête pas de vous parler d'artificialisation, qui ne s'applique qu'à partir de 2031. Donc je me suis permis d'écrire qu'il y aura sûrement des évolutions nécessaires de la loi. Il y a des débats, il y a des choses, il y a une proposition de loi des sénateurs. Les députés se sont dit pourquoi eux aussi ne feraient pas une proposition de loi. Il y a une proposition de loi des députés. Celle des sénateurs, elle sera en débat à partir du 9 mars au Parlement. Je viens sur la période qui nous intéresse le plus, mais qui est quand même assez lointaine, 2031-2040, puis 2041-2050, avec l'avènement de cette notion d'artificialisation des sols. Alors je vous passe les débats sur comment on compte l'artificialisation, comment on compte la consommation foncière, c'est pas l'objet aujourd'hui, et puis ça pourrait prendre beaucoup trop de temps. Et ayez bien en tête, la notion d'artificialisation nette des sols, ça correspondra à l'artificialisation, dont vous avez écrit la définition, moins la désartificialisation. J'ai écrit ici qu'on peut imaginer qu'avant 2050, on continue toujours à artificialiser un peu plus qu'on désartificialise. On peut imaginer que la balance ne soit pas équilibrée sur ces deux périodes-là, sachant qu'en 2050, obligatoirement, si on consomme un hectare, on devra en désartificialiser un. Autre petite critique, on ne sait pas comment ça se passe. On devra désartificialiser avant et après montrer le projet, le monter, le faire accepter. Ou est-ce qu'on compense après? On ne sait pas tout ça. Donc tout ça pour dire, il va falloir que la loi évolue encore. En avril 2022, l'État a sorti une nomenclature par décret des sols artificialisés et non artificialisés. Cette nomenclature-là, elle fait l'objet de critiques, mais globalement, elle permet de qualifier les sols par type. Première rubrique des surfaces artificialisées à gauche, les sols dont les sols imperméabilisés en raison du bâti, illustration évocatrice. Deuxième rubrique, les sols qui sont imperméabilisés en raison d'un revêtement, donc par exemple la rutaison. Troisième rubrique, les sols qui vont être partiellement perméables, dont les sols stabilisés compactés, donc typiquement des cheminements doux. Quatrième surface, celles qui sont partiellement ou totalement perméables. Donc ici on avait pris l'exemple de dalles à engazonnement. Ça peut être l'objet de discussion, hein, les petites illustrations qu'on a mises, on en avait discuté avec ma collègue. On n'est pas sûr que celle-là elle rentrait pile sur le 4, mais on pense que ça peut, et on est ouvert aux discussions. Cinquième surface, celle qui fait le plus débat, surface à usage résidentiel de production secondaire ou tertiaire, comprenez vos jardins, hein, quand on a une maison. Les jardins donc,
font partie des surfaces qui sont artificialisées. Ça fait débat, les sénateurs proposent de l'inclure en non artificialisé. Il me semble que les députés aussi, de mémoire, dans leur proposition de loi, à voir, mais c'est un des points qui devrait évoluer à l'avenir. Et enfin, pour conclure mon propos, je vous ai dit, il y a une petite ambiguïté. On vous parle d'artificialisation dès maintenant, alors que en fait, on reste sur la notion de consommation foncière. Et puis, on entend aussi parler par ailleurs beaucoup de désimperméabilisation. Alors moi, en tant que technicien, j'ai un peu tendance à m'y perdre. Consommation foncière, ok. Artificialisation 2031, désimperméabilisation, c'est quoi finalement et comment je le comprends vis-à-vis de consommation foncière ou artificialisation. Donc nous, à notre sens, cette notion de désimperméabilisation, ça va juste être changer de catégorie à l'intérieur des surfaces artificialisées. Donc j'ai mis une flèche qui descend. Donc si je passe d'un sol totalement imperméabilisé en raison du bâti à des sols imperméabilisés en raison d'un revêtement, et bien globalement, je suis sur de la désimperméabilisation. Donc tout ce qui se passe, passer de 1 à 3, passer de 3 à 5, là on désimperméabilise les sols vis-à-vis de ce que je vous ai montré avant. Pour nous, ça présente un intérêt, puisque si on désimperméabilise des sols ici, ça va permettre de réduire le palier à franchir à l'avenir quand il s'agira de désimperméabiliser et donc de passer sur cette rubrique non artificialisée. Si on doit passer de totalement bâti à un parc public, ça va être beaucoup plus de travail que si on doit passer d'un jardin vers un parc public. Même un bon, à redire beau jardin avec beaucoup de locaux techniques, etc. Mais ayez en tête, donc désimperméabiliser, c'est travailler à l'intérieur des surfaces artificialisées pour réduire l'occupation du sol imperméable, et désartificialiser, ça va être passé sur ces trois rubriques-là. Voilà, j'en ai terminé avec la présentation, ça doit laisser du temps pour les questions. Ça sera pour vous après. Voilà. Est-ce qu'il y a des remarques, questions, choses qui ne sont pas claires? La séance est enregistrée. Oui, donc juste Voilà. une remarque par rapport, vous aviez dit donc, vous avez parlé de la trame brune, vous avez parlé du rôle des sols dans le stockage de carbone, mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que les sols stockent aussi beaucoup de biodiversité. Donc ont un rôle majeur dans la trame verte-bleue et dans la santé planétaire. Oui. J'ai cru comprendre dans le début de votre exposé qu'une fois qu'on abîme les sols, il n'y a pas de retour en arrière. Et là, vous avez dit, une fois que les terres agricoles sont stériles, non, elles sont plus, il n'y a pas de baguette magique, on ne sait pas les rendre fertiles comme avant. Hein, vous avez dit, et il ne deviendra jamais fertile. Et ensuite, on parle de, le sol artificialisé moins le sol désartificialisé, tout bon. Je vois pas, je crois qu'il y a, un petit... Il manque peut-être le mécanisme de la loi climat, quand on dit que pour artificialiser un hectare, il faudra désartificialiser un hectare, ou j'ai peut-être pas été assez clair, ou je l'ai peut-être pas dit comme ça. A priori, ça va être tellement plus compliqué de désartificialiser un hectare ça va être plus compliqué. Normalement, l'objectif de la loi, si j'essaie d'exprimer clairement, c'est de rendre plus simple de travailler à l'intérieur des espaces déjà bâtis, des sols déjà artificialisés, que d'aller s'étendre dehors. Donc il y a un intérêt à rendre le coût plus important pour aller consommer du foncier agricole et naturel. Aujourd'hui, ça coûte moins cher d'aller faire un lotissement sur un champ que de le refaire sur du foncier déjà occupé. Oui, parce que là, vous dites que passer de 1 à 3, ça constitue une désimperméabilisation. Alors que quand on est 3, c'est des sols recouverts de matériaux minéraux, c'est pas fertile. Non, mais c'était une notion que j'évoquais, a priori, rendre à nouveau fertile des sols pour l'agriculture, sachant qu'ils ont déjà été artificialisés, ce ne sera pas le cas. Donc on va se retrouver, ce qui sera désartificialisé à partir de 2030, potentiellement, c'est pas pour en faire des champs. Ça peut être pour en faire une forêt, on peut imaginer par exemple. Une forêt urbaine, par exemple, si on prend un exemple qui nous parle à Metz. Puisqu'il me semble que là, devant les ponts, c'était une ancienne emprise militaire, donc potentiellement un peu polluée. Voilà. Mais effectivement, préserver les terres fertiles, c'est un enjeu, puisque ça serait très compliqué de replanter à nouveau des terrains qui ont subi des usages anthropiques artificialisés. Si je peux compléter, je pense qu'on est aussi beaucoup dans l'expérimentation, hein, parce que en fait, cette notion elle est nouvelle, et on n'a pas vraiment d'exemple concret à grande échelle, ça dépend de tellement de paramètres, la qualité des sols, à quel point il a été asphyxié, est-ce qu'il est pollué en plus, quelle est la nature, est-ce que c'est argileux, est-ce que c'est plutôt du sable, et donc en fait là,
enfin, pour vraiment passer d'une catégorie artificialisée à désartificialisée, je pense ça va coûter cher, ça va prendre beaucoup de temps et on va beaucoup expérimenter et probablement que quelques intelligents pour y arriver. Quoi. Ce que vous dites est vrai aussi en lien avec les sols, c'est le renforcement de la place de la nature en ville aujourd'hui. C'est large part à l'expérimentation, l'innovation, sans qu'on puisse en connaître aujourd'hui l'évaluation. Et comme vous dites, c'est en transportant qu'on ne transportera plus. Sans mauvais jeu de mots. Mais d'où la préservation qui doit vraiment rester la priorité, parce que voilà, on aura vraiment du mal à faire marche arrière. Il me semble qu'on avait bien fait un petit schéma dans un carnet d'actualité en mettant envisager le projet dans les espaces urbanisés, sur les friches et autres, puis en dernier recours, c'est dans cet esprit-là, hein, le zéro artificialisation net, c'est le dernier recours parce qu'on n'a pas pu faire autrement normalement. Juste une notion que je n'ai pas entendue, mais peut-être que ça m'a échappé, c'est celle de compensation. Oui. Alors je l'ai pas évoqué, c'est pas le sujet sur lequel je suis le plus à l'aise, l'un étant lié à l'autre. Dans l'esprit de la loi, c'est vraiment, en fait, il y a beaucoup de termes parce que les termes qui sont repris par la loi ont déjà une existence par ailleurs. Donc en fait, on parle de renaturation au sens de la loi climat et résilience, on parle de désartificialisation en vrai. Donc passer d'un sol désartificialisé à un sol désartificialisé. Et en fait, c'est ça la notion de compensation au sens d'usage. Mais en fait, la compensation, elle existe par ailleurs dans le code de l'environnement, pour les domaines environnementaux, etc. Donc, on s'y perd un peu, et c'est pour ça qu'il faut être très précis quand on parle d'un sujet. Est-ce qu'on parle d'artificialisation? Est-ce qu'on parle de compensation environnementale? Enfin, voilà. Mais pour moi, c'est la même chose au sens ZAN, désartificialisation, renaturation et compensation. Avec ces définitions, pour moi, c'est la même chose. Ouais, merci Maubert, bravo pour la qualité du carnet, j'ai commencé à lire, c'est très dense, il y a beaucoup de choses, j'ai pas fini. Et du coup, une petite question en lien avec ça. Je m'interroge sur une centrale photovoltaïque au sol, et je me demande si ça rentre par rapport à la nomenclature qui est sortie en 2022, est-ce que ça rentre dans la catégorie 5 des surfaces artificialisées, ou est-ce que dans certains cas on peut rentrer dans des surfaces non artificialisées à certaines conditions? C'est une bonne question, sachant que c'est beaucoup en débat dans le cadre de la loi ENR pour laquelle le Conseil constitutionnel est saisi. Ce que je sais, c'est que antérieurement à cette loi, les centrales photovoltaïques, elles doivent pas empêcher l'activité agricole, donc c'est-à-dire si on met des moutons en dessous, c'est bon, s'il n'y a plus rien en dessous, c'est pas bon. Dans la loi ENR, il y a une volonté, au contraire, de pouvoir permettre un développement sans activité agricole au sol. Donc là, je sais pas le rentrer exactement là-dedans, sachant qu'on a une nomenclature, mais on n'a pas de clé de lecture précise. Alors peut-être que l'État peut me compléter. La résilience, c'est une disposition lorsqu'on précise par rapport à ça, lorsqu'on parle de consommation d'espace. C'est-à-dire avant 2031, les projets photovoltaïques, à condition que vous fassiez un certain nombre de conditions, pas d'incompatibilité avec la vocation agricole, etc., ne sont pas comptabilisés dans la consommation d'espace. Par contre, vous parlez d'artificialisation, donc à partir de 2031, il y a un nombre spécifique. D'accord, le score de 2031, on ne compte pas. Donc on ne compte pas si on reste dans la même reste catégorie de certaines conditions voilà, permettre de rester compatible avec une certaine vocation agricole des sols. On considère que c'est démontable, en fait. C'est ça le système, non? Oui, et c'est pour aussi dans la comptabilisation des surfaces ne pas du tout peser sur les collectivités parce que si comme on peut à chaque fois la moitié de si vous avez déjà tout consommé avec votre parc photovoltaïque si vous accueillez un tel projet sur votre territoire. Oui, mais pourquoi il ne serait pas attribué un coefficient? Enfin, je veux dire, dans le plus, ça reste sur les zones N. C'est pas NGV, mais de toute façon, ça reste de la zone N. Donc, non, ça peut être de la zone agricole. Ou de la zone agricole, on est d'accord. Donc, ça reste sur des phases qui, à l'origine, ne sont pas artificialisées et qui, par devenir, ne le seront pas non plus, puisque voilà, ça reste de la zone N ou de la zone A. Mais pourquoi ne pas attribuer un coefficient aussi sur ces zones qui sont solarisées?
En fait, il y a une petite ambiguïté vis-à-vis de l'aspect mathématique qui est évoqué côté État, et puis le fait que pour mettre une éolienne ou des panneaux photovoltaïques, on va bien artificialiser une partie du sol, il faut bien que ça tienne. Donc on n'est pas sur du zéro, par contre là on sait même pas comment compter du tout. Alors une éolienne ça peut peut-être être soluble, par contre compter combien artificialise l'implantation de panneaux photovoltaïques, ça à mon avis, j'espère qu'on n'en arrivera pas là. Mais... Merci pour cette première étape. Alors, je vous propose que nous continuions avec Nassima Hassani, qui est doctorante à l'Université de Lorraine, pour aborder avec nous la notion des îlots de chaleur, de mieux comprendre, mais aussi de l'illustrer à partir d'exemples de l'Eurométropole de Metz. Bonjour à tous. Donc, il faut savoir, je travaille sur 2 métropoles. Je fais une thèse en co-tutelle avec le Maroc. Je travaille sur la métropole de Metz et la métropole de Casablanca. Et aujourd'hui, je vais vous présenter ce que je fais sur Metz. Alors, une petite définition de ce phénomène. Donc, il s'agit de la différence de température entre le milieu urbain et sa périphérie, donc le centre-ville qui est plus chaud que sa campagne environnante, de quelques degrés de température. Donc ça va de 3 à 10 degrés pour les grandes métropoles telles que la ville de Paris. Pour Metz, quelques chiffres, l'écart maximal qu'on a enregistré pendant la canicule de 2019 était de 7 degrés d'écart. Donc on voit quand même, c'est énorme comme écart de température pour les personnes qui habitent au centre-ville de Metz. Donc les paramètres qui sont à l'origine de ce phénomène sont multiples. On a déjà l'expansion de la ville. À chaque fois que la ville s'agrandit, ce phénomène s'étale. Donc la ville s'agrandit, ce phénomène s'étale et puis s'intensifie parce que parfois on densifie. Et cette densification empêche l'air de circuler en ville, donc la chaleur reste piégée en ville et n'est pas chassée vers la périphérie. On a l'artificialisation des surfaces qui stockent de la chaleur en journée et cette chaleur est restituée la nuit, donc ce qui fait que c'est un phénomène nocturne, donc la ville se refroidit de manière lente. À cela s'ajoute la chaleur, toute l'énergie issue des activités humaines, donc la chaleur anthropique, donc le transport, l'industrie, la climatisation, tout ça donc crée le phénomène de vélo de chaleur urbain et on était pendant les périodes de forte chaleur, les gens pour se rafraîchir donc essayent d'utiliser la solution facile, donc la ventilation ou bien la climatisation. Cela augmente d'un côté la consommation d'énergie et génère de la chaleur à l'extérieur, donc amplifie ce phénomène. Donc on voit cette boucle cause et effet. Oui, j'ai la gorge un petit peu irritée. Donc pendant les périodes de forte chaleur, donc ce phénomène s'amplifie. En période non caniculaire, l'écart parfois est de 3 degrés. Donc en période caniculaire, comme je l'ai dit au départ, il peut atteindre 7 degrés pour la métropole de Metz. Et ça génère de l'inconfort thermique et du stress thermique pour les populations, surtout pour les populations vulnérables, telles que les personnes âgées, les enfants, les travailleurs extérieurs. Et donc je reviens sur donc quand on a une dégradation ou de l'inconfort thermique, donc on a recours à la climatisation et puis donc on fait des cellules et donc on reste sur cette boucle. Donc sachant qu'à l'avenir on n'est pas à l'abri des périodes de forte chaleur puisque ces dernières années chaque été on a un épisode caniculaire voire 2 ou parfois 3 épisodes caniculaires tels que l'été dernier. On fait toujours référence à la canicule de 2003 qui a été mortière où il y a eu 15 000 décès en France, 70 000 en Europe, c'est un chiffre très important. Bon, il y a plusieurs choses qui ont été mises en place avec le plan canicule pour réduire les impacts de canicule. Mais si on regarde les projections de Météo France, la canicule de 2003, c'est rien par rapport aux canicules qui vont survenir d'ici 2050 ou 2100. On voit que ces dernières années, donc comme j'ai dit,
chaque été, on a un épisode caniculaire, voire deux, mais c'est des épisodes caniculaires qui sont similaires à celles de 2003. Par exemple, celle de juillet 2019, le record enregistré à Metz par la station de Metz Frescati le record a détrôné le record de 2023. C'était de quelques degrés et en ville, moi avec mon réseau de stations météorologiques, le record était plus élevé que celui de la station de Météo France parce qu'elle se situe sur le plateau de Metz Frescati. Donc en ville, on a des températures plus élevées. Passons maintenant au diagnostic sur la métropole de Metz. Donc pour caractériser le phénomène de l'îlot de chaleur urbain, nous utilisons plusieurs méthodes. D'abord les images satellites. Pourquoi plusieurs méthodes déjà? Parce qu'en fait, ça dépend de l'échelle à laquelle on s'intéresse et ce qu'on cherche à diagnostiquer. Est-ce que c'est température de surface, qu'on est sur les surfaces, ou la canopée, donc les températures de l'air. Donc on a commencé par un petit diagnostic à partir des images satellites. Donc ce sont des images gratuites, donc ça permet d'avoir un diagnostic rapidement et qui coûte pas cher. Ça nécessite juste un ordinateur et un petit savoir-faire pour calculer les températures de surface. Mais là, on est à l'échelle urbaine, donc on voit pas ce qui se passe au niveau des petits espaces, des espaces publics. Donc on a voulu descendre à l'échelle de la place ou de la rue, donc on a eu recours à un drone équipé d'une caméra thermique, ce qui permet donc de voir les effets microclimatiques de certains aménagements, les arbres, les revêtements, etc. Donc là, on est sur la température de surface. Donc, comme écrit pour les images, c'est très rare de trouver des images nocturnes. Donc, c'est un phénomène nocturne. On a voulu donc voir ce qui se passe la nuit, pour parler proprement de l'ECU. Donc, on a équipé la métropole d'un réseau de stations météorologiques pour générer des cartes à l'échelle de la métropole et donc le phénomène de l'îlot de chaleur urbain. Donc, comme les stations météo coûtent cher et qu'on ne peut pas équiper plusieurs endroits de la métropole, on a voulu compléter par un protocole donc de mesures mobiles. Donc, on a équipé un vélo d'une station météo et d'un GPS qui permet donc de passer sur par plusieurs quartiers pendant le période caniculaire pour avoir des mesures dans les zones qui ne sont pas équipées de stations météo. Donc, tout ça, ça concerne les mesures physiques. Il y a la notion de ressenti thermique qu'on ne peut pas avoir avec ces mesures. Donc, on a mené une enquête pour identifier le comportement des habitants pendant les périodes caniculaires et voir comment ils font pour s'adapter à ces périodes de chaleur et aussi leurs pratiques de lieu, d'identifier les milieux qui sont fréquentés et les milieux qui sont évités. Le but aussi de cette enquête, c'est de comparer les deux populations, donc Messine et la population casablancaise, et de voir comment se comportent les deux populations, peut-être s'inspirer de ce que, puisqu'à Casablanca, on sait qu'il fait plus chaud que Metz, donc s'inspirer de leurs pratiques de lieu et leurs pratiques d'adaptation. Donc aujourd'hui, je vais présenter uniquement les trois premières méthodes, pour le reste, si vous voulez, une autre fois. Donc voici quelques résultats issus des images satellites. Donc là, on est sur la journée. Excusez-moi, je vais juste boire un peu d'eau parce que j'ai la bourse vérité. Donc sur plusieurs années, depuis 1985 à 2019, donc on voit une corrélation entre les températures de surface et l'évolution de l'occupation du sol. Et puis ce qui nous intéresse ici sur ces thermographies, c'est les taches rouges. Donc c'est des taches où on a des températures plus élevées. Et si on regarde bien, ce sont les zones d'activité. Donc là, on voit le bâtiment à Boapi, on voit la ZAC Johnny et puis le centre-ville qui ressort en rouge. Mais les températures sont plus élevées aux zones d'activité qu'au centre-ville. Cela est en fait du fait que les bâtiments sont en métal, des toitures métalliques, donc qui en journée sont plus chauds que le reste des bâtiments en ville. Et puis on a des grandes surfaces de parking avec des surfaces imperméables de couleur sombre, donc ce qui stocke de la chaleur. Donc ça permet de détecter les zones accumulatrices de chaleur en journée.
Juste par rapport à ces tâches en milieu rural, en fait, ce sont des images qui sont prises parfois au mois d'août, donc c'est à cette période de l'année, les cultures sont déjà moissonnées, donc il n'y a pas de végétation sur ces surfaces, et comme elles sont exposées au soleil plusieurs heures, donc elles ont le même comportement que les surfaces imperméables. Après la nuit, parfois il se passe autre chose. Donc je voulais faire un zoom sur certaines typologies d'occupation du sol. Donc comme je vous ai parlé des zones d'activité, donc là j'ai zoomé sur le bâtiment Ekia. Donc on voit qu'il est chaud et puis ça dégage de la chaleur vers les surfaces qui sont autour de la zone, et les températures avoisinent les 50 degrés. Et puis au centre-ville, pareil. Donc on a des températures moins élevées que les zones d'activité. Donc les températures sont entre 30 et 40 degrés. Le contraire, donc, sur les surfaces en eau ou végétalisées, donc on voit des températures sont plus basses, et puis cette température baisse au fur et à mesure quand on s'éloigne de ces espaces. Donc on voit l'effet de la végétation et de l'eau en journée. Regardons maintenant ce qui se passe la nuit, surtout pour l'eau, parce qu'en fait, en journée, donc, on voit que c'est plus frais, mais la nuit, en fait, la Moselle ou des points d'eau en ville ressortent comme des points de chaleur. Donc l'eau rafraîchit la journée, mais la nuit, du fait de son énergie thermique, donc reste chaude, donc elle met du temps pour se refroidir. Contrairement aux autres surfaces, donc, par exemple les zones agricoles, donc elles se rafraîchissent juste après le coucher du soleil par rapport à l'eau. Après, sur certaines images, je tiens à préciser que ces images sont pas... c'est la moyenne de plusieurs images. Donc, on les a téléchargées comme ceci par rapport aux premières. Donc, je peux pas vous dire combien d'images sur cette image. Pour ça, parfois, on voit des différences de température entre les zones agricoles sur certaines images. Et regardons maintenant sur les zones d'activité. Donc, elles restent chaudes sur certains parties. Donc, ce sont les parkings. Quand on zoome bien et quand je propose un fond de carte satellite et ses thermographies, on regarde que les bâtiments en zone d'activité sont froids la nuit. Parce qu'en fait, comme ils sont en métal, ils se refroidissent rapidement. Et puis le centre-ville, donc, il reste chaud, c'est le moment où la chaleur est dégagée la nuit. Je suis désolée pour Alors, je vous ai parlé tout à l'heure d'un réseau de stations météorologiques. Donc, en 2020, le réseau comprenait 26 points de mesure, donc ils sont répartis un peu partout sur la métropole. On a une dizaine de points sur la ville de Metz, donc plus de points au centre-ville qu'en milieu rural. Donc, on a 2 points, un point la commune de la Chimie, à l'autre dans la commune de Miffleux, pour avoir cette référence urbain, milieu rural. Et puis on a des points à proximité d'un point d'eau, tel que le plan d'eau, jardin de la Chenot, le jardin. Vous pouvez. Vous voulez pas vous en remettre? Ok. Donc, à côté d'un point d'eau, le plan d'eau, jardin de la Chenot, etc. Le but, c'est d'équiper des points végétalisés, des points à proximité de l'eau, etc. Donc, pour identifier l'impact de ces aménagements. Donc, le matériel, il s'agit de petites sondes comme ceci, qui enregistrent la température, l'humidité relative. Donc, on les a paramétrées de sorte qu'elles enregistrent les données toutes les demi-heures pour avoir donc des données en journée et la nuit sur une longue période. Donc, on a des données depuis l'été 2019. Donc, ensuite, ils sont implantés dans des abris comme ceci pour éviter le rayonnement solaire, etc. En centre-ville, sur la cour d'école qui est pas très loin d'ici, la cour d'école Saint-Martin, merci. Donc, on a une station qui enregistre plusieurs paramètres météorologiques, la température, l'humidité, le rayonnement, la vitesse et la direction de vent, pour pouvoir comparer avec la station de Météo France. Le mieux, c'est d'avoir des stations comme ceci sur les différents points de mesure pour avoir les autres paramètres météorologiques, mais comme elles coûtent cher, donc on est parti sur des sondes simples comme ceci. Donc les stations fonctionnaient depuis l'été 2019.
on s'est intéressé donc aux épisodes caniculaires de 2019, donc celui du mois de juin et du mois de juillet, et puis la canicule du mois d'août 2020. On a calculé donc les lots de chaleur urbain moyen, parce que là sur la méthode de calcul de ce phénomène, les scientifiques n'arrivent pas à se mettre d'accord. Il y a ceux qui se réfèrent à la température minimale, et puis il y a ceux qui se réfèrent sur la température maximale, donc il y a tout un débat là-dessus. Est-ce qu'on le calcule juste après le coucher de soleil ou au petit matin? Donc on fait la moyenne sur toute la nuit, sachant que c'est un phénomène dynamique, donc sur toute la nuit il change. Donc moi j'ai pris la moyenne sur toute la nuit, après le coucher de soleil jusqu'au lever de soleil, et donc sur ces cartes on voit que elle se dégage la même tendance de l'ECU. Donc on a un centre-ville qui est caractérisé par un îlot de chaleur intense, et puis des petits noyaux de chaleur sur les zones d'activité, mais qui restent moins intenses que celui du centre-ville. On a quelques pôles de chaleur, donc des zones d'activité, telles que le plan d'eau, au milieu rural, etc. Pour 2019, par contre pour 2020, on voit que la carte elle se dessine mieux, elle est plus lisse que les deux premières cartes, parce qu'en fait le modèle n'a pas pris les mêmes paramètres d'occupation du sol. Sur les deux premières, on a les bâtiments et les surfaces imperméables. Par contre pour celui de 2020, on a aussi l'altitude et l'eau. L'eau ressort aussi comme paramètre d'occupation du sol. Et il a en fait sur le modèle il a un signe plus, c'est-à-dire il amplifie l'ECU. Donc ça confirme ce qu'on a trouvé sur les images satellites. Ce tableau-là donc permet de voir la fréquence, parce qu'on a lancé la machine pour générer plusieurs modèles pour ensuite sélectionner le meilleur modèle. Et sur tout le modèle, on retrouve généralement les bâtiments et les surfaces imperméables. Donc le chiffre 950 en fait c'est le rayon sur lequel ces paramètres d'occupation du sol influencent sur ce phénomène. C'est-à-dire la densité des bâtiments influence sur un rayon de 900 mètres. Et puis les surfaces imperméables, le FIM, donc les surfaces imperméables, ça influence sur ce phénomène sur une distance de 50 mètres. Donc à une échelle très, très locale. Donc ça permet de voir que les paramètres d'occupation du sol qui influencent ou qui favorisent ce phénomène, ce sont la densité des bâtiments et les surfaces imperméables. Ensuite, on retrouve l'eau. On n'a pas dans le modèle la végétation, parce qu'en fait, on a plus de points de mesure sur le milieu urbain que le milieu rural ou les milieux forestiers. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas ce paramètre. Le mieux après, c'est de densifier notre réseau de mesure, de mettre plus de points dans des zones non urbaines pour voir si on aura ce paramètre ou pas. Sur la zone du Mont-Saint-Quentin, donc le modèle a bugué parce qu'en fait on n'a pas une station à cette altitude où notre modèle, donc c'est pour ça qu'il n'a pas pu caractériser le phénomène au niveau de cette zone. Je tiens juste à dire qu'on n'a pas une seule carte des cellules. Parfois en fait quand les aménageurs sollicitent les chercheurs pour leur demander une carte des cellules, on ne peut pas avoir une seule carte parce qu'en fait c'est un phénomène dynamique d'un épisode caniculaire à un autre ou bien sur la nuit. Je vais zoomer maintenant sur l'échelle de la place. Donc pour la mission drone ou les diagnostics par drone, on a utilisé donc un drone équipé d'une caméra thermique comme ceci, donc caméra vue pro. Je tiens à le préciser que c'est une caméra low cost, elle ne donne pas les données de température, il faut tout un protocole pour convertir les clichés en température. Donc on a produit tout un protocole au sol, on a des sites de référence avec des capteurs qui permet de convertir les températures. Donc on a ici un exemple de la cour Saint-Ocker qui fait l'objet d'une désimperméabilisation. On a parlé tout à l'heure de désimperméabilisation des cours d'école. On n'a pas l'après parce qu'il se fera cet été en cause de retard des travaux. Donc ça permet de voir donc la distribution des températures de surface sur cette cour. On voit qu'on a les zones les plus fraîches de la cour sont les zones équipées des arbres et ombragées, donc où les températures varient entre 17 et 20 degrés, et puis les températures maximales sont enregistrées sur la partie qui sont
pas ombragées, avec des couleurs, on va dire, sombres, et la température donc dépasse parfois 50 degrés. Je vais passer à l'exemple du parking de la route de Thionville. Là, on a fait un avant-après. Donc, on voit les images avant aménagement et après aménagement. Donc, ils ont changé le revêtement au niveau des places de stationnement. Ils ont mis du pavage, du pavé, voilà, un filtrant, merci. Et puis, quelques arbustes qui ne sont pas encore développés. Et au moment du vol, je vais juste préciser un point que les arbres étaient en stress hydrique, donc on ne peut pas voir l'effet de la végétation. Donc on regarde maintenant donc les thermographies avant-après. Donc sur la thermographie avant aménagement, on a des températures qui restent stables sur tout le parking, sauf sur les parties ombragées et végétalisées. Donc on a fait une coupe schématique sur le centre du parking. Donc le courbe rouge représente donc les températures avant travaux. Donc on voit que les températures restent quasi stables. Mais après aménagement, on voit quand même une différence de température quand on passe sur les places de stationnement. Donc on gagne en température, on a baissé les températures de quelques degrés. Parfois on enregistre moins 15 degrés sur ces surfaces en pavé. Et puis pour les arbres aussi, donc c'est les endroits où on a des petits pics de température, donc une baisse importante de température. Parfois il y a un peu d'ombre, mais on peut pas dire tout de suite l'effet de la végétation. Il faut attendre quelques années pour qu'elle soit bien développée. Donc j'ai fait un zoom sur ces deux images. Donc ça permet de voir sur ces images l'importance de ces surfaces en pavé, puis le fait d'intégrer la végétation, mais on peut pas dire tout de suite le degré de température qu'on gagne, puisqu'il faut attendre que la végétation soit développée pour avoir cet effet d'ombre et aussi l'effet d'évapotranspiration. Je tiens juste à préciser quelques limites par rapport à cette mission, parce qu'en fait, on n'a pas eu les mêmes conditions météorologiques pour faire un vidéo diachronique avant-après. Il faut avoir les mêmes conditions, sachant que nous, pendant la mission après aménagement, les températures étaient plus élevées. Donc, on a des conditions plus chaudes que celles avant aménagement. Voilà, si on compare cette partie-là asphaltée, on voit qu'on a augmenté la température de surface, parce qu'en fait, l'asphalte est plus sombre que l'asphalte avant aménagement, qui vient d'être fait, donc il faut un peu de temps pour qu'il s'éclaircisse et dire qu'on a la même température sur les surfaces asphaltées et voir sur les surfaces rénovées. Une petite limite aussi par rapport à notre méthode, comme c'est une caméra qui ne donne pas tout de suite les données de température, donc notre protocole, il y a peut-être une marge d'erreur qu'on va estimer cette année avec la mission sur la cour d'école après aménagement pour dire combien notre marge d'erreur et dire après combien on gagne en température. Et j'ai terminé et désolée encore une fois pour m'avoir. Merci beaucoup. Avant qu'il y ait des questions, je veux bien juste faire un petit point. Je voudrais remercier vraiment la CIMA pour aujourd'hui, mais aussi parce qu'elle nous a, on a collaboré tout au long de sa thèse, elle nous a fourni plein de données, elle nous a aidé à les analyser, et on voit bien qu'on a sûrement fait des interprétations qui étaient peut-être un peu biaisées parce que c'est très technique, il y a plein de limites, effectivement, on se rend compte que c'est un phénomène très complexe. Et du coup, je voulais vraiment la remercier parce que c'est une richesse d'avoir ça sur un territoire. Il n'y en a pas beaucoup. On est jalousés, voilà. Donc merci encore à toi pour ce travail. Est-ce que vous avez des questions, des réactions? De toute façon, on le voit malgré toutes les incertitudes liées au matériel, liées au fait que les conditions sont pas forcément les mêmes d'un jour à un autre, etc. On met quand même en évidence une relation claire entre la qualité, je veux dire, des revêtements et les températures des surfaces et du coup l'influence sur l'îlot de chaleur urbain derrière. Et ça met aussi en évidence que je dirais, la force de frappe quelque part de l'espace public par rapport à l'ensemble de l'espace terrestre et pas total. C'est-à-dire qu'on a beau agir, si derrière effectivement, on l'a vu, on réalise un aménagement, je dirais, efficient à côté d'un bâtiment en bardage métallique la journée.
les effets peuvent se compenser. Et toute la nécessité aussi, du coup, et ça le montre bien, de pouvoir aussi travailler, que la collectivité travaille avec les privés, en tout cas les espaces non publics. Voilà, pour qu'effectivement, de manière globale, à l'échelle d'une ville, on puisse effectivement réussir à rafraîchir ces espaces. Si on travaille sur plusieurs espaces pour Ah oui, bien sûr, des bien petits sûr. espaces. En tout cas, c'est clair. Après cet exemple, c'était pas un exemple pour traiter les îlots de chaleur. En l'occurrence, c'est aussi la problématique des eaux pluviales, parce que c'était pas l'enjeu numéro un, ça reste un parti. Du coup, c'est bien pour montrer l'avant-après, c'est un bon retour, mais c'était pas l'objectif principal, la résolution des îlots de chaleur. Tout à fait. Sur cet espace-là, en l'occurrence. Vous avez montré le rayonnement de la température sur une toiture métallique, sur Ikea, je crois. Quel serait le rayonnement s'il y avait des panneaux photovoltaïques sur cette toiture? Il y a une étude du CERMA qui parlait aussi des panneaux photovoltaïques. Je pense que ça réduit la température sur ces toits, parce que ça stocke cette énergie, elle est transférée après, est transformée après. Donc on aura la température moins basse que sur cette toiture. Si je peux me permettre, il y a déjà des panneaux photovoltaïques sur Ikea, sur Ikea, partiellement. Du coup, il faut le comparer à une autre toiture. Voilà. Pas sur la totalité, parce que forcément, d'ailleurs, c'est très compliqué d'apposer des panneaux sur des bâtiments existants, panneaux photovoltaïques, c'est tout un débat. Mais en partie, la toiture d'Ikea dispose déjà de panneaux photovoltaïques. Après, je tiens à préciser aussi sur la résolution des images. On est sur un pixel de 30 mètres x 30 mètres. Donc, voilà, on peut pas voir certains détails sur. Tu peux peut-être dire un mot sur les groupes et sur les structures végétalisées, je pense qu'il y a un débat. Oui. Comment on parle de temps. Donc, si on, par exemple, était une toiture végétalisée, on aurait des températures plus basses que ça. Sur Metz, je ne sais pas si on a des toitures végétalisées. Si. Ouais. Si on n'en a pas aujourd'hui, on en aura sans doute demain, puisque c'est une obligation qui est imposée à la fois dans le PLU de Metz et qui le sera dans le PLU. Et puis sur Casablanca, par exemple, comme je travaille sur Casablanca, on a beaucoup de toitures qui sont faites en blanc et on concède cette différence de température avec les autres toitures qui sont Monsieur Blouet. Merci. Je vous remercie pour la présentation très claire et les précédentes présentations qui m'ont été tout autant. On voit ici, on mesure l'écart qu'il y a entre vous, les experts, et nous, les élus, qui avons à prendre des décisions, et effectivement, on se fait tout on comprend la responsabilité que l'on a. Je souhaiterais savoir si vous avez eu la curiosité, il serait possible d'avoir des relevés de température au niveau de la zone acquis sud, zone commerciale très importante, avec une superficie très importante, qui permettrait peut-être de voir et de concrétiser tout le travail qu'il y a à faire sur cette zone, sur ce périmètre, cette superficie très importante. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Oui, on compte faire ça. On va faire avant-après, vu qu'on fait le même travail que la métropole de Casablanca. Donc on a essayé de choisir certains projets emblématiques, de voir avant-après, comme on a des images qui datent depuis les années 80. Donc pour Actes Sud, je viens de voir avant la construction de la zone d'activité et puis de voir après, de zoomer sur certains parties de la ZAC et dire ce qui est bien fait ou pas. C'est bon, les mauvaises pratiques. Voilà, donc vous l'aurez prochainement. D'autres interventions? Peut-être dans le cadre des aménagements d'espaces publics, est-ce que vous avez disposé d'une sorte de bibliothèque ou catalogue des matériaux pour pouvoir aussi aider les élus quand ils doivent concevoir un projet d'aménagement? Vous avez parlé tout à l'heure de l'asphalte, est-ce qu'il existe des vêtements plus clairs, une sorte de hiérarchie dans le choix des matériaux qu'on peut employer quand on n'a pas d'autre choix que d'artificialiser parce qu'il faut faire passer les voitures, tout simplement. Il y a peut-être des types de matériaux qui sont plus pertinents que d'autres et qui permettent de réduire les phénomènes. Pour mon cas, je travaille pas à l'échelle du matériau, je travaille à l'échelle de quartier, à l'échelle de la place, mais à Paris, ils ont fait tout un travail sur les revêtements. Il y a un rapport que vous pouvez télécharger sur le site Apur,
Ils ont comparé plusieurs revêtements. Sur Il y a l'agence d'ailleurs, d'urbanisme voilà, de c'est ça. Paris. De Paris, il y a un rapport et puis il y a une thésarde qui travaille sur ce travail. C'est Karen, si je me rappelle bien de son nom, qui fait un travail sur ça. Vous pouvez avoir pas mal d'infos, pas mal d'articles sur le type de revêtement. Le Surema aussi, il y en a deux. Sachant qu'il peut y avoir aussi des liens entre je dirais la couleur du revêtement, mais aussi sa nature. Oui, un béton clair va restituer la chaleur beaucoup plus lentement qu'un enrobé sombre. On parle de ça comme ça, mais ça, c'est clair. Oui, c'est pour ça que ce que je me dis, c'est un peu. On a tendance à la construire. Oui. Parce que quoi, On a vu Place Pasette. Parce que parfois on parle de l'albédo, qui est lié à la couleur, mais il y a d'autres paramètres physiques qu'il faut prendre en compte, l'inertie thermique, la capacité thermique, etc. J'ai trois questions. La première, par rapport au moment de grande chaleur, on arrête l'eau. Les fontaines sont aussi. Bon, elles arrêtent mais aussi on les vide. Est-ce que ça serait positif de mettre quelque chose en place pour qu'elles soient remplies au moment de grande chaleur? Oui, mais ça c'est pas beaucoup, mais en milieu urbain, on a besoin d'un petit peu de fraîcheur, de jouer avec l'eau, mais c'est pas. Avec, il y en a place Nazelle, il y en a place, voilà, place de la République. Et moi, pendant les périodes caniculaires, donc, je fais des campagnes mobiles, et quand je passe, elles sont tout le temps, en fait, elles fonctionnent en été. Il faut faire attention à la différence entre la canicule et la sécheresse. C'est arrêté en période de sécheresse, et les restrictions d'eau de la préfecture, c'était au mois de septembre cette année. On n'était plus en canicule, mais les sols étaient secs, c'est pour ça que les fontaines ont été arrêtées. Et elles vont commencer plus tôt cette année, oui, mais l'année dernière, elles ont commencé au mois de juillet, les restrictions. Pas pour les fontaines. Les fontaines, c'était plutôt on était en crise, donc période rouge à partir du mois de fin août. Donc fin août, il faisait chaud. Et puis en septembre. Oui, mais bon, ça a commencé, il faisait chaud et c'était vidé. Et le quartier de Tressel, c'est pas. Bon, je ne vais pas m'étendre sur celle-là. La deuxième question, c'est que, bon, par rapport il y a une question qui a été posée par rapport à la chaleur du toit de Ikea. Et j'aimerais bien reposer la même question par rapport à est-ce que si on remplace une forêt par des photovoltaïques, est-ce qu'il y aurait la même. Je rappelle la même chose, hein. Un arbre ne peut pas être remplacé par un panneau photovoltaïque. Hein. Oui, c'est sûr. Mais la végétation reste la meilleure solution pour lutter contre le phénomène de l'îlot de chaleur urbain, puisque ça génère de l'ombre, donc ça limite le piégeage le stockage de la chaleur, et puis ça rafraîchit par le phénomène d'évapotranspiration. Donc on peut pas avoir le même effet avec les panneaux photovoltaïques. Et la troisième, je pense que je pense à la Durham, et aussi à vous, hein, on en avait déjà parlé, les chaleurs sur les terrains de foot synthétiques sont, il y a 15 degrés de différence entre du gazon végétal et du gazon synthétique, et à l'école Saint-Équerre, c'est du gazon synthétique qui a été mis pour végétaliser la cour. Et j'ai cherché dans le site web de la Durham le mot microplastique, j'ai rien trouvé le mot plastique. Il n'y a aucun article qui parle du plastique sur le site web de la Durham. Et nous, les humains, on ingurgite en à peu près 5 grammes de plastique par jour. Les animaux sont en train de mourir, les baleines, on les trouve sur la plage, le ventre plein de plastique, et les oiseaux aussi. Donc, nous sommes des animaux, les plastiques nous concernent. Est-ce que la Durham va faire des études sur le plastique? On parle de la qualité de nos sols sont pleins de plastique. Est-ce qu'on va faire quelque chose? Alors, juste, je me permets d'intervenir aussi sur la cour de l'école Saint-Équerre. Le gazon synthétique qui a été mis, ce n'était pas pour végétaliser, c'était pour faire un revêtement de jeu sportif perméable.
Donc il ne faut pas mélanger, c'est pas parce que ça s'appelle gazon que c'est de la végétalisation, ça n'a jamais été un objectif de végétalisation. Sauf dans les articles de journaux. Ah bah oui, mais les journalistes, Après, sur les articles de journaux, parfois, ils écrivent... l'objectif, c'est vraiment avoir un revêtement perméable qui soit agréé et qui soit sûr pour les enfants. Donc c'est ça aussi, c'est vous regardez au niveau de la réglementation pour les aires de jeu, on a une réglementation qui est très stricte en France, qui est beaucoup plus stricte en France qu'en Allemagne, qu'au Luxembourg, qu'aux Pays-Bas. Ben, quand vous avez une cour d'école et qu'il n'y a pas de gymnase ou de complexe sportif à côté, il faut qu'ils aient des... Saint-Ocar, il y en a un juste à Ouais. côté. Je vous propose C'est peut-être un pour autre le débat, sujet c'est- spécifique de Saint-Ocar C'est un qu'on autre puisse débat. le voir à un autre endroit. Peut-être très rapidement, et puis je vous propose qu'on passe à la dernière intervention. Je trouvais que c'était intéressant cette présentation, et en fait, on voit aussi quand même qu'il y a un problème de réchauffement, et du coup, c'est aussi intéressant du coup de choisir des essences qui vont être des analyses. En fait, c'est quand même intéressant de faire une capture avant de... Belle transition. C'est parfait. Je vous propose donc, merci pour cette intervention. Je vous propose que nous passions au dernier intervenant, Sébastien Marqueton, qui est le directeur adjoint du pôle Parc, Jardin et Espaces naturels de la ville de Metz, et qui justement va nous parler de la gestion des espaces verts et de la question des arbres, notamment de la santé des C'est pas arbres. que ça vous intéresse pas, mais on a une réunion à la métropole. Merci Béatrice, merci. Aussi à vous. Et on va donc se donner encore, si vous en êtes d'accord, peut-être 20-25 minutes pour ce dernier point. Donc moi je vais vraiment revenir au végétal, à l'arbre, mais d'abord pour faire le lien avec la thématique du jour, parler du sol. Moi en tant que jardinier ou en tant que paysagiste, le sol c'est quelque chose de vivant. Ça c'est vraiment le point de départ, ça a déjà été dit, mais je le redis, c'est quelque chose de vivant qui est complexe parce que ça met beaucoup de temps à se fabriquer. C'est le produit du vivant avec la dégradation de la matière organique et le support du vivant. Et j'aime bien cette définition, enfin cette phrase, cette citation de Francis Allais, le biologiste que je pense que beaucoup de gens connaissent, qui dit que le sol est un espèce d'appareil digestif qui est capable de digérer tout ce qui tombe dessus. C'est quelque chose qui, à la base, sans intervention humaine. Donc voilà, le sol, c'est vivant et c'est le produit du vivant et le support du vivant. Qu'est-ce qu'un arbre? Toujours selon les botanistes, l'arbre c'est une plante ligneuse qui fait plus de 7 mètres de haut, avec un tronc qui se ramifie à une certaine hauteur et qui vit longtemps. Et l'arbre, il va pousser à l'endroit où sa graine a germé. Alors maintenant, à notre époque, c'est là où on l'a planté, où on l'a transplanté, mais passé à un certain stade, on peut plus le transplanter et il est fixe. Donc ça, c'est aussi très important. L'arbre, il a une fixité qui le condamne à faire face à tous les dangers qu'il peut rencontrer là où il a été planté. Et voilà, pour faire un peu d'humour, dans le Seigneur des Anneaux, on voit des arbres qui se déplacent et qui parlent, mais ça n'existe pas, malheureusement. Mais il s'exprime quand même. Il s'exprime plus ou moins. Sol, arbre, racines. Donc les racines, il y a plusieurs types de racines, ça c'est important aussi. Donc en botanique, bon, les racines c'est ce qui sert à fixer la plante au sol et à puiser l'eau et les éléments nutritifs. Au niveau des arbres, on distingue 3 grands types de racines. Les racines pivots, qui sont verticales, et les racines charpentières, qui sont horizontales et obliques. Et ces racines, elles servent principalement à ancrer l'arbre dans le sol. C'est ce qui lui permet de ne pas basculer. Et après, il y a un 3e type de racine qui est le plus important pour que l'arbre puise l'eau et les éléments nutritifs, c'est ce qu'on appelle le chevelu. Donc c'est des racines courtes et c'est des racines caduques. Ça, on imagine que les racines elles sont fixes. Non, c'est comme les feuilles, les racines elles sont caduques, le chevelu, c'est-à-dire que tous les hivers ça disparaît et ça repousse au printemps, et ça colonise et exploite le substrat, et ça assure l'apport nutritionnel de l'arbre. Au niveau de la masse racinaire, s'il y a 90% de la masse racinaire qui est constituée par les racines pivots, les racines charpentières, donc les grosses racines pérennes, c'est les 10% restants qui assurent, comme je disais, les apports nutritionnels pour l'arbre. Et chose très importante, le chevelu racinaire, il n'est pas en profondeur, il est dans les 20-30 premiers centimètres du sol. Et bon, les racines stockent aussi les réserves en hiver pour que l'arbre puisse repousser au printemps.
Les dégâts aux racines. Nous, c'est ce qui nous concerne en tant que gestionnaire d'espaces verts et d'arbres. C'est souvent occasionné par de la méconnaissance et donc de leur rôle et de leur emplacement dans le sol. On ne peut pas savoir, avant d'avoir creusé, où est la racine dans le sol. Il y a aussi des idées reçues qui ont la vie dure. On dit toujours que les racines, c'est équivalent à un houppier inversé. C'est absolument faux. Comme je le disais, ça s'étale, enfin, c'est dans les 20-30 premiers centimètres, donc l'image, c'est plutôt la base d'un verre à pied, les racines. Alors, je parle pas des racines pivots qui vont ancrer l'arbre, mais ce qui est important pour que l'arbre pousse, pour qu'il puisse prendre l'eau et les éléments nutritifs, c'est son chevelu, donc c'est vraiment comme la base d'un verre à pied, et c'est sur une distance qui mesure entre 1 et 2 fois la hauteur de l'individu. Une image, c'est le peuplier d'Italie. Si on imagine un système racinaire ou pied inversé, ça colle pas. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très horizontal. Les dégâts aux racines, qui sont souvent invisibles après les travaux parce que ça a été rebouché, ça affecte l'arbre entier. Les champignons peuvent rentrer et mettre des dizaines d'années à se développer. Et ça peut aussi créer des problèmes d'ancrage si on coupe des racines pivots. Quelques exemples. J'aime bien cette photo, ça a été pris il y a quelques années au jardin botanique. En fait, qu'est-ce qu'on voit? On avait fait une tranchée pour passer une conduite d'eau. La tranchée, on l'a faite à 50 cm de profondeur. Donc on voit ici, là, on était dans le chemin, il y a plus d'enrobé, c'est lié à la tranchée, et après, ça a contourné tout l'arbre. Donc on est passé quand même à bonne distance. On n'est pas passé très profond, c'est dit 50 cm pour que ça soit hors gel, et comme ça on touche pas au système racinaire. Et quelques mois après, c'était en été, c'était pas encore une période de sécheresse, mais on voit que la partie au pied de l'arbre qui est connectée à l'arbre, l'arbre a pompé l'eau, donc le sol, la pelouse a plutôt séché. Il y a le trait vert qui correspond à la terre qu'on a remis, qui était de bonne qualité, on avait remis du gazon. Et après, il n'y a plus de chevelu, la pelouse a une couleur verte normale. Donc clairement, en faisant cette tranchée, on a vraiment sectionné tout le chevelu racinaire, c'est très net, et on voit la conséquence en termes d'approvision en eau de l'arbre, et la conséquence sur le gazon. Autre exemple, voilà, ça c'est notre quotidien. Tous les chantiers qu'il y a sur la ville, ça c'était rue Leclerc de Haute-Cloque en 2017. Voilà, c'est ce qu'on veut pas voir. Et quand il y a un chantier comme ça, les racines sont sectionnées. Après, c'est rebouché. Il y a des grilles d'arbres qui ont été mises. Il y a de l'enrobé. On a l'impression que tout va bien. Mais en fait, pour l'arbre, il y a des conséquences qui sont pas immédiates, mais qui peuvent arriver à ça. Amnéville, une jeune femme tuée par un arbre, et quand on lit en bas la légende, c'est que les constatations, c'est que les racines avaient été sectionnées, étaient en très mauvais état. Et une information judiciaire ouverte, et on recherche les responsables. Qui sont les responsables? Est-ce que c'est la collectivité qui a autorisé les travaux? Est-ce que c'est les entreprises qui ont fait les travaux? Ça sera la justice qui le dira, mais c'est ce qu'on veut éviter sur Metz. Un autre exemple, on a parlé aussi Béatrice a parlé de la concurrence pour les usages du sol entre l'agriculture, le logement, les infrastructures. Nous, à notre échelle, c'est aussi la concurrence dans la ville pour planter des arbres, la concurrence avec les réseaux. Là, on était rue François de Curel, il y a un platane qu'on avait dû couper parce qu'il était sénescent. Quand on a voulu replanter, on a fait une enquête de réseau, et vous voyez tous les petits traits, et c'est tous des réseaux qui ont été implantés et qui, au final, nous ont empêché de replanter l'arbre. L'arbre, il a été planté il y a plus de 100 ans par les Allemands, il n'y avait pas tous ces réseaux à l'époque. Mais petit à petit, il y a le bleu, c'est l'eau, le rouge, c'est l'électricité, le vert, c'est le télécom, tout a été grignoté, et ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut plus replanter. Alors là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous aurez la présentation après. C'est concernant les racines. Alors, je n'ai pas parlé, je me suis vraiment cédé sur les racines. Des événements qui peuvent intervenir durant des phases de travaux et les conséquences pour l'arbre. Des engins qui vont passer le sol. La conséquence, c'est que si le sol est tassé, il n'y a plus d'air, donc les racines vont suffoquer, il y a des risques d'asphyxie. On peut avoir aussi, quand il y a des tranchées, des amputations de racines, destruction du chevelu racinaire et aussi de la perte de stabilité de l'arbre ou de l'entrée de champignons lignivores.
Quand les racines sont mises à nu et non protégées, bah, elles peuvent sécher, elles peuvent brûler à cause du soleil parce qu'elles n'ont pas l'habitude d'être en plein soleil. Le gel peut aussi les endommager. La pollution, alors on parle souvent du sel, mais il n'y a pas que le sel. Il y a tous les produits chimiques qui peuvent être répandus sur le sol. Quand on modifie le revêtement ou les matériaux et qu'on va apporter du concassé ou des choses de démolition à base de ciment, et ben on va modifier la caractéristique chimique du sol et ça va aussi perturber l'arbre parce que l'arbre, bah, il est fixe, il était habitué à pousser dans un sol plutôt acide, il va se retrouver dans un sol complètement basique et ben il va pas forcément s'en remettre non plus. Des exemples toujours, hein. Passage de chantier, ça on a tous vu, des engins qui passent au pied des arbres, bah, le sol est tassé et il y a des conséquences, pas à court terme, mais à moyen, long terme pour les arbres. Des fosses de plantation trop bétonnées. Comment voulez-vous qu'un arbre pousse dans une fosse comme ça? Mais ce qui est important, c'est que les bordures tiennent, c'est ce qu'on nous dit. Il faut que les bordures tiennent, mais après, pourquoi on fait une fosse? C'est pour que l'arbre pousse. C'est pas pour que les bordures tiennent. Si on peut faire les deux, c'est bien. Si on peut. La qualité du sol. Ce qui est important de savoir, c'est que le végétal s'adapte aux conditions du sol et c'est jamais le sol qui va s'adapter au végétal. Donc quand on veut planter des arbres en ville, la première chose c'est de regarder la qualité du sol. Et avec le temps, en ville, les sols sont de plus en plus pauvres et pollués. On n'est plus à la fin de la Deuxième Guerre mondiale où on a eu l'urbanisation galopante avec des sols agricoles qui étaient de bonne qualité, qui ont été urbanisés. Sur Metz, on prend l'exemple de Borny. Quand Borny s'est construit, quand Bellecroix s'est construit, on était sur des sols qui étaient de qualité. Aujourd'hui, quand on reconstruit la ville, on est sur des sols qui sont de beaucoup moins bonne qualité. Amaury l'a dit tout à l'heure, la pédogénèse, la fabrication du sol est très lente, c'est de l'ordre de 1 cm par siècle. Donc il faut maintenant adapter nos végétaux au sol. On ne peut plus planter ce qu'on voulait comme on l'a fait par le passé. Et enfin, le volume de terre suffisant, donc ça rejoint la photo précédente avec les fosses trop bétonnées. Il faut vraiment, si on veut que les arbres poussent et puissent devenir des climatiseurs urbains et jouer leur rôle d'évapotranspiration, il faut qu'ils aient du sol. Donc l'exemple du parking qui était montré tout à l'heure, c'est un projet qui avait été financé par le pôle Parc et Jardin, et nous le but c'était pas de lutter contre les lots de chaleur, c'était de planter des arbres sur un parking. Et alors après, en faisant le projet, on est parti sur de la désimperméabilisation, mais au départ, les pavés sous le stationnement, c'était pour avoir des fosses de plantation. Donc c'était vraiment le point de départ. Nous, en tant que jardiniers, c'était de faire des grosses fosses de plantation. Pour vous donner des ordres d'idées, on est à minimum 8 mètres cubes par arbre, mais on peut monter jusqu'à 40 mètres cubes pour certains arbres. Les conséquences sont toujours des illustrations. Parking du Bon Pasteur à Borny, c'est des glédisias, ils ont été plantés à la même période. Il y en a qui ont été plantés dans une zone d'espace vert, donc le sol avait sans doute pas été chamboulé. Et puis là, ça a été planté sur le parking. Donc je pense que les entreprises de TP ont fait tout leur parking, ont étalé tous leurs matériaux, leur enrobé, et après ils ont découpé, ils ont fait un petit trou, ils ont planté l'arbre. Et bah 30-40 ans après, on voit la différence de développement. Et c'est souvent ça sur d'un point de vue réglementaire, on doit planter des arbres, mais on pense, enfin, et c'est souvent ce qu'on voit sur des parkings ou dans des arbres d'alignement, les arbres qui poussent pas, c'est parce qu'ils n'ont pas de sol. Et après, je voudrais parler du traitement du pied d'arbre. Une fois que l'arbre est planté, comment on fait? Contrairement au milieu naturel, en forêt par exemple, en milieu urbain, tout est exporté, les feuilles sont ramassées, les sols sont piétinés, sont compactés, et du coup, il y a pas il peut plus jouer son rôle d'appareil digestif, il peut plus créer de la matière organique. Et donc c'est moins intéressant pour les arbres, d'où l'importance d'avoir des fosses assez grandes. C'est très bien en ville des fois de mettre des grilles d'arbres, mais pour l'arbre, ça évite que le tassement, ça permet aux gens de passer, mais si la fosse est ouverte, plantée ou recouverte de paillage, et ben ça permet de recréer du sol et de préserver les sols vivants. Un exemple, avenue Jean 23, il y a une dizaine d'années, c'était des petites fosses, comme vous le voyez, et on a tiré profit quand les collègues ont voulu faire une piste cyclable à l'arrière, on leur a dit, ne remettez pas de l'enrobé partout, déminéraliser, et du coup on a planté, et on a végétalisé, et on a noté, alors il y a 10 ans qui sont passés, mais les arbres ont quand même bien apprécié et se sont beaucoup mieux développés. Et on voit la différence, c'est que quand on arrive par ici,
il y a des grilles d'arbres qui ont été mises en place parce qu'au niveau distance, on n'avait pas la place ou faire une banquette. Et ben, on voit en été des fois que les arbres perdent leurs feuilles un peu plus tôt ou grillent un peu plus parce qu'il y a aussi de la réverbération et le sol est plus sec. Après, les outils, parce que là je parle rapidement, je donne des exemples, mais si vous avez besoin d'infos sur tout ça, il y a les chartes de l'arbre. Donc il y a la charte de l'arbre de la ville de Metz, que vous pouvez télécharger sur le site de la ville de Metz. Il faut savoir qu'on est en train de la remettre à jour et que pour cet été, il y aura une nouvelle version de cette charte mise à jour. Il y a la charte de la métropole. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un de la métropole qui peut dire comment la récupérer. Moi, personnellement, je l'ai reçue par mail, je me la suis imprimée, mais je ne sais pas où la récupérer, je ne sais pas comment la télécharger. Je peux la faire suivre aux personnes qui sont intéressées. Et après, sinon, j'ai mis en exemple celle du Grand Lyon, hein, qui est très bien, et c'est des choses qu'on trouve facilement sur Internet, mais toutes les grandes villes ont des chartes, et c'est vrai que ça donne des clés pour planter les arbres, pour les entretenir, pour les préserver, et pour faire passer des messages. Il y a aussi le CEREMA qui a fait l'outil Sésame, donc là c'est pour aider au choix, je pense que tout le monde en a entendu parler, hein, mais je vous ai mis aussi le site qui permet de récupérer le petit guide qu'ils ont fait et d'accéder à leur outil. Alors il n'est pas encore, il est écrit que ça sera opérationnel début 2023, la semaine dernière ça marchait pas encore, mais je pense que tout l'outil pour bien choisir les végétaux, donc Sésame c'est service écosystémique des arbres modulés par l'essence, donc c'est savoir le bon arbre au bon endroit, et notamment pour ce qui me concerne le bon système racinaire. Et après, ce qui permet d'en savoir plus, c'est les journées techniques. Plantécité, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un organisme qui fait des publications très intéressantes, qui fait des journées techniques, donc il faut être adhérent, mais ça permet vraiment d'approfondir les connaissances et d'échanger avec des professionnels. Et après, les tables rondes ou les cafés comme aujourd'hui qui permettent d'échanger. Et donc je suis à votre disposition pour les questions. Je voulais savoir s'il y aura toutes les références dont vous nous avez parlé. Oui, on vous transmettra les PowerPoint, bien sûr, pour on est bien vers les documents qu'on a cités. Du coup, l'outil Sésame, ça répond à votre question, puisque ça permet de choisir effectivement les dépenses entre oui, le micro, l'image. C'est un document qui a été élaboré par le CEREMA en lien avec la métropole et la ville de Metz. Donc c'est vraiment les services écosystémiques. Le point d'entrée, c'est les services écosystémiques. Donc qu'est-ce que les arbres vont procurer en matière d'ombrage, de support à la biodiversité, de fixation des polluants. Et après, selon les endroits, quel arbre planter, donc en fonction de la qualité du sol, du volume, soit du sol, soit de l'espace disponible si on est sur des zones des parcs, sur des parkings, sur des grands boulevards. Donc ils ont un peu tout analysé et en rentrant les différents critères, ça va proposer une liste d'arbres. Il n'y aura jamais d'arbres au miracle, mais il y aura toujours une liste et ça permet d'aider à la décision dans le choix des arbres. Il y avait une première tranche de l'étude qui avait été faite qui portait sur 80 arbres plutôt indigènes. Et là, il y a une deuxième partie où ils ont élargi la palette végétale, ils partent sur des végétaux. Alors, c'est pas des végétaux exotiques, mais qui sont plus strictement indigènes de la Lorraine, mais qui vont jusqu'au sud de la France. C'est vrai que nous, à Metz, on plante des chênes verts. Cet hiver, on a planté des pins parasols. Donc, on évolue aussi pour anticiper le changement climatique. C'est très utile aussi pour des structures comme Mandurable, puisque nous, on s'en sert en conseil qui sont donnés notamment par Maria et Dorine pour la ville, pour aider à comprendre justement par rapport aux enjeux de trame verte urbaine, quels arbres sont les plus adaptés. Il y a quand même une clé qui consiste à bien connaître la nature du sol. Tout à fait. C'est le point de départ. C'est une étude préalable à mener par d'autres. Oui, alors il faut connaître l'environnement et puis après c'est dans les prescriptions quand on replante, c'est bien prescrire le bon volume et le bon sol. La terre végétale pour une boîte de TP c'est du remblai. Pour un paysagiste c'est pas la même chose donc il faut aussi bien préciser et des fois alors on parle souvent aussi de mélange terre-pierre pour avoir la portance.
Mélange terre-pierre, ça veut tout dire et rien dire. Là, Plantécité, ils ont fait des études, ils peuvent aider aussi à donner des pistes pour bien définir. Ici, souvent, les entreprises vont nous faire du terre-pierre avec du calcaire et de la terre. Le calcaire, c'est une roche qui n'a pas d'intérêt. Ce qui est plus intéressant, c'est de mettre une roche volcanique, de la pouzzolane, qui est une roche qui est très poreuse, qui stocke l'air, qui stocke l'eau, qui résiste à la compaction et qui libère des éléments nutritifs dans le sol. Mais c'est pas le même prix. Et c'est des roches qui viennent de très loin. D'où l'importance d'avoir des fosses, des fois de grandes superficies, qui sont pas compactées, qui sont ouvertes, qui permettent d'éviter le terre-pierre. Mais après, on est en concurrence avec les autres usages. Surtout en ville. Est-ce que sur un projet comme la Serpentine, la rue Serpenoise de Metz, on arrive à faire des fosses d'au moins minuscules? Non. On creuse pas, en fait, parce qu'il y a trop de réseaux sur la rue Serpenoise, donc on va pas pouvoir creuser. Donc les fosses seront en surépaisseur, seront au-dessus du sol. Ce sera des bacs maçonnés. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rendre perméable pour qu'il puisse y avoir quand même des échanges hydriques avec le sous-sol. Parce qu'aujourd'hui, il y a une dalle en béton qui recouvre toute la rue sous les pavés. Donc on va fracturer cette dalle. Après, on va partir sur un substrat, donc là, un mélange terre-pierre mais spécifique, qui est à base de pouzzolane aussi. Mais c'est des végétaux qu'on va planter qu'il faudra certainement changer dans une dizaine d'années. C'est pas des végétaux qui pourront se développer. Ça ne deviendra jamais les platanes de l'avenue Foch. Mais la rue ne le permet pas non plus. Donc l'objectif, c'est de rapporter du vert, mais c'est pas ça qui va modifier le climat de la rue ou qui va la biodiversité dans la rue Serpenoise, ça sera compliqué. C'est plus de l'esthétisme, du cosmétique. Sur les îlots de chaleur, après, au niveau de la réverbération, on aura l'effet passif de l'ombre. On va arroser les arbres. L'effet actif de l'évapotranspiration. C'est ça. L'évapotranspiration, nous on a prévu un système d'arrosage. Alors ça sera compliqué parce qu'il ne faut pas que ça soit vandalisé, mais si on veut que ça joue vraiment, que les arbres jouent leur rôle, il faut qu'ils aient de l'eau. Donc si on arrive à les abreuver jusqu'à ce qu'on n'ait plus le droit, que la préfecture nous l'interdise, on les arrosera pour qu'ils poussent et qu'ils puissent évapotranspirer. Une question très technique, pardon. Le système racinaire d'un arbre peut endommager les fondations d'un bâtiment. Quelle est la distance à respecter entre l'implantation et l'autre? C'est le débat. Si les fondations sont bien faites, l'arbre n'endommagera pas les fondations. C'est toujours, on voit toujours les arbres comme les problèmes, notamment aussi au niveau des canalisations. Si la canalisation elle est poreuse, c'est sûr que l'arbre, il va chercher l'humidité, il va rentrer dedans. Mais si la canalisation elle est étanche, l'arbre il va tourner autour, il va pas y aller. Donc on a souvent des demandes, ah bah mes canalisations sont bouchées, il faut couper les arbres. Non, il faut refaire les canalisations. Il faut aussi resituer. Donc les fondations, alors la fondation d'un bâtiment, c'est pas la même chose que la fondation d'un muret ou que la fondation d'un trottoir, mais si la fosse est bien faite et que le sol est décompacté, qu'il y a du volume et que les racines pivots et les racines charpentières peuvent descendre et s'ancrer dans le sol, les fondations ne vont pas être abîmées. Donc on est toujours, le point de départ, c'est toujours bien penser la plantation et aussi avoir des fondations qui soient bien faites. Donc pour vous, il n'y a pas de distance limite entre un bâtiment et... Alors la distance, pour moi, c'est pas au niveau du système racinaire qu'il faut la penser, c'est au niveau du développement de l'arbre et du houppier. C'est-à-dire qu'un arbre de grand développement, on va pas le coller une façade, parce qu'il va pousser dans les façades, il va être déséquilibré, et il va créer des nuisances. Mais au niveau du système racinaire, si la fosse est bien faite, alors on peut faire les racines sont pas symétriques, des fois on fait des fosses longitudinales, c'est-à-dire qu'on va faire une grande tranchée et pour que les racines se développent vraiment dans le sens du trottoir et qu'elles n'aillent pas vers les bâtiments. Alors après, c'est sûr qu'il y a des arbres qui ont un système racinaire qui est plus puissant que d'autres. On parle par exemple, alors c'est pas chez nous, mais le mimosa qui a un système très puissant, c'est sûr que ça peut endommager. Les bambous qui poussent aussi. Mais si les fondations sont bien faites, théoriquement, il n'y a pas de problème. On en revient toujours à la qualité et les racines et vont où ils ont de la place et où ils ont du sol. On va discuter ensemble. Je peux me permettre de rajouter par rapport à la distance, par rapport à la construction, la fondation, c'est pas uniquement le réseau racinaire, mais aussi l'arbre va prendre de l'eau, assécher le sol, et ici on a suivi, vous allez voir, un niveau d'énergie, et souvent c'est plus cette consommation de l'eau du sol
qui va causer justement dommage sur la Un placement différentiel par la suite, parce que le sol sous le bâtiment, au niveau fondation, a Oui. Et mais là-dessus, les arbres peuvent lisser aussi les variations, c'est-à-dire que l'arbre, il va quand même apporter de l'ombrage qui va éviter au sol de trop sécher et de trop fissurer. Vous regardez là où il y a un couvert végétal où c'est à l'ombre, les sols sont beaucoup moins craquelés qu'un sol qui est complètement nu. Donc c'est pareil, les arbres, ils ont souvent ils peuvent pas se défendre, hein. Donc il y a des problèmes, on coupe les arbres, c'est pas forcément enfin nous c'est pas notre vision et c'est pas ce qu'on essaie de défendre. Moi, si je peux me permettre, je pense qu'il y a deux sujets à mettre en lien aussi avec la réussite de la plantation des arbres en ville. C'est d'une part la participation citoyenne, parce que je pense que il suffit pas d'aller chercher les habitants en termes de sensibilisation avec des sujets type réunion auxquels ils sont souvent allergiques d'ailleurs, voilà, mais plus les inviter à être peut-être des petits ruisseaux, voilà, par rapport à la survie de l'arbre qu'on installe aujourd'hui, dont on n'est vraiment pas sûr de sa survie dans le temps, voilà. Donc pourquoi pas avec des petites actions. Ça les sensibilise aussi et ça leur fait connaître d'autres aspects du réchauffement en ville. Je veux dire, aujourd'hui, nos citoyens, pour lutter contre le réchauffement climatique, ils installent des piscines et des climatiseurs, hein, voilà. Ils n'ont pas encore compris que l'arbre était le meilleur climatiseur pour leur habitat. C'est pour ça, je pense que les impliquer dans la survie des arbres qu'on plante aujourd'hui, c'est essentiel. C'est essentiel. Et deuxième aspect, je pense que dans les pistes de travail, l'assainissement des eaux qu'on renvoie dans les réseaux peut être une solution justement pour restituer l'eau dans le milieu naturel. Alors pour ça, jusqu'à un certain point, le problème dans notre région, c'est le sel en hiver qui est toxique et on a une fâcheuse tendance à trop saler. Et ça, c'est aussi toxique pour les arbres. Donc l'infiltration, on est pour, mais faire de l'infiltration sur l'avenue Foch, je suis pas sûr que ça soit une bonne chose non plus. C'est toujours c'est compliqué. Mais oui, l'infiltration, à la base, c'est ça, c'est considérer l'eau comme une ressource et pas comme un déchet. Aujourd'hui, l'eau, c'est un déchet qu'il faut évacuer le plus loin possible. Et il faut essayer de la capter parce qu'elle va devenir de plus en plus précieuse. Mais dans ce cas-là, il faut aussi moins saler. Petite chose, une dernière, Patricia. Moi, de mon côté, j'apprécie beaucoup en tant qu'urbaniste les présentations de Nassima ou Sébastien, parce que quand on lit le code de l'urbanisme, on demande aux élus de réutiliser les friches en priorité, de densifier tous les espaces qui seraient vus comme disponibles. Donc on peut avoir un petit réflexe qui est wow, une parcelle vide où il y a juste un arbre ou deux, bah super, on va vous conseiller de faire quelque chose. Et ça fait fi de la complexité des enjeux qui ont été évoqués aujourd'hui, auxquels on pense pas assez et auxquels il faut désormais impérativement penser. C'est un paradoxe parce qu'on veut généraliser un petit peu tout ça, donc profiter des noms creuses pour faire justement. Oui, mais il faut bâtir sur la ville, donc ça c'est un vrai casse-tête en fait. Pour les élus, comment concilier tout ça? Ah oui. Est-ce qu'il faut mieux détruire un hectare de grande culture ou un hectare de jardin? En termes de biodiversité, c'est la même chose. C'est que la biodiversité est beaucoup plus intéressante dans un jardin ou même dans une friche. Hein. Dans des friches, la biodiversité est super. On peut même être projet de reconversion d'une friche parce qu'il y a de la biodiversité qui s'est installée. Alors sur ces questions de renaturer en ville, je vous propose un petit teaser par Laurie Brasseur du prochain d'un des prochains cafés ou midi. Peut-être pour vous inviter, d'abord remercier aussi Sébastien pour son intervention et puis peut-être nous dire quelques mots sur... Vraiment pas du tout. Alors, je suis désolée, je suis aussi malade, donc j'espère que vous m'entendrez suffisamment. En lien du coup avec les différents enjeux qui ont été présentés durant ce café, donc la DURAM accompagne la ville de Nantes sur les projets de transformation des cours d'école. On l'a vu, donc c'est souvent des espaces qui sont fortement minéralisés, qui accumulent donc beaucoup la chaleur, mais elles représentent aussi un potentiel important pour ramener de la nature en ville, du fait de leur nombre, de leur surface, et elles permettent de répondre à une multitude d'enjeux, donc que ce soit des enjeux environnementaux, donc on l'a vu en créant des îlots de fraîcheur, en restaurant donc les fonctionnalités des sols, et aussi en déconnectant par exemple les toitures. On a aussi des enjeux sociaux, donc, en favorisant la mixité, l'égalité, le rapport au vivant et des enjeux de santé, des cadres de vie, que ce soit pour les enfants et aussi pour
des équipes pédagogiques, des habitants du quartier. Donc on organisera, alors je ne sais pas encore quand et sous quel format, mais un événement qui sera dédié aux cours d'école lorsque les travaux seront réalisés, donc sur les écoles qui sont en cours d'études. Et en attendant, vous pouvez retrouver dans notre carnet d'actualité, il y a un schéma avec les différents intérêts de la dématérialisation des cours d'école. Je vous propose peut-être qu'on en rediscute ensuite au café pour ceux qui le souhaitent et qu'on puisse garder un timing. Un grand merci à vous tous. N'hésitez pas donc à continuer à suivre l'agence sur les réseaux sociaux pour avoir les informations sur ce type d'événement. Un grand merci à nos 3 intervenants pour la richesse de leur présentation. Et puis, je vous invite, pour ceux qui ont un petit peu de temps pour continuer à prendre un café, à discuter, puis à nous donner des pistes sur les prochains cafés-débats que vous aimeriez aussi avoir. Je pense en particulier à nos élus et maires. N'hésitez pas à nous donner des pistes de vos attentes pour les prochaines fois. Merci à tous.